Batata, Bamama, Bandeko, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour à vous. Merci de nous recevoir une fois de plus dans vos maisons. Nous sommes le samedi 22 octobre 2022. Nous avons toujours les yeux rivés sur l'horizon 2023 pour les élections au mois de décembre en République démocratique du Congo. Mais à ce jour, Bunagana est toujours occupé par le M23, soutenu et équipé par le Rwanda. Nous sommes aujourd'hui à 131 jours d'occupation et les combats continuent. Le 15 octobre dernier, les jeunes de Beni ont commémoré les 8 ans des premiers massacres qui ont été commis à Beni par les terroristes ADF. 8 ans déjà. Et une petite évocation pour Maman Marie-Antoinette Biatibois, la première épouse du président Mobutu, qui était décédée en 22 octobre aussi, il y a 45 ans. Vous connaissez nos panélistes. Aujourd'hui, nous sommes en effectif limité, M. Nlando étant absent. Nous avons le pasteur Bobo Koyangba qui est avec nous. Bonjour, pasteur Bobo. Bonjour, Patrick. Nous avons évidemment M. Baudouin Amawechi du Congo indépendant qui est toujours présent. Bonjour M. Amba. Bonjour. Voilà, aujourd'hui, nous avons quelques thèmes qui nous intéressent beaucoup. La question du M23 et des négociations possibles ou non avec ce groupe pour qu'on puisse arriver à la paix. Nous allons aussi évoquer la question des nominations au sein des forces armées de la République démocratique du Congo et la bisbille qu'il y a entre ceux qu'on appelle les katumbistes et les tshisekédistes au sujet des motions de défiance lancées à l'Assemblée nationale. Mais avant cela, je vais me retourner vers nos panélistes pour leur demander de nous parler de quelques actualités qui ont retenu leur attention. Monsieur Amba, je commence par vous. Qu'est-ce qui a retenu votre attention tout récemment? Oui, une fois n'est pas coutume, je voudrais mettre chapeau bas à l'endroit de 2 parlementaires congolais. Lesquels? Il y a Eliezer Ntambwe, qui est en même temps notre confrère. Il s'est élevé contre les restrictions pour entrer en Chine que le gouvernement chinois impose aux hommes d'affaires congolais, au nom soi-disant de coronavirus, alors que les Chinois affluent chez nous, ils arrivent parfois sans visa, et nous les laissons entrer. Et pour une fois, j'ai entendu un parlementaire invoquer la réciprocité qui est la règle d'or en matière diplomatique. Même en crise sanitaire, puisque si eux, ils ont un objectif objectif zéro Covid et que nous n'en avons pas. Oui, mais le drame, c'est que les hommes d'affaires congolais qui vont en Chine sont immédiatement confinés. Et ils doivent consommer ce que les Chinois leur vendent. Et on vous confine dans un hôtel qui n'est peut-être pas, comment dire, qui ne convient pas à votre budget, mais vous devez être dans cet hôtel. Donc, le député s'est insurgé. Eliezer s'est élevé contre cela. Il dit qu'il faut qu'on interpelle le ministre des Affaires étrangères pour savoir pourquoi nous n'appliquons pas la réciprocité. Et en tant qu'ancien diplomate, j'ai dit chapeau bas. Le deuxième député, qui est un peu populiste, mais il dit des choses qui sont très pertinentes, c'est Nsingi Pululu. Oui. Ici, je ne fais pas allusion au projet de loi initié par Noël Tchani, que je connais personnellement. Il ne s'agit pas de ça. Nsingi Pululu a parlé de sortie de fonds 2 fois constatée dans un rapport de la Cour de compte. Selon lui, en 2021,
le Trésor avait déjà décaissé un montant pour la réhabilitation de l'avenue Lingessa. C'est un Ngiringiri, je crois. Dans la ville de Kinshasa, oui, la dans capitale. La ville de Kinshasa. Et ça n'a jamais été achevé. Et en 2022, il semblerait, selon lui toujours, qu'un autre montant a été voté pour les mêmes travaux. Président, je suis toujours à Kinshasa. La réhabilitation de la route Bel Air, Bretel Bypass Kimwenza, a été financée déjà en 2021 à 50%, soit 3 milliards 058 millions 414 011 francs congolais. Mais on vient de décaisser 6 milliards. Président, ce qui m'a choqué, il n'est pas normal de voir au ministère des Finances une autorisation en paiement des procédures d'urgence. On demande 29 millions de francs congolais, mais ils ont décaissé en mode d'urgence 18 milliards. Papa, même Satan le kakaboete. Biloko oyo même comme Guinara Satan is kakaboete. Même na kisi ozui kisi banganga, akopesa mbongo boete. Merci. Collègue, la route dont vous avez parlé vers Kinshasa. Elengesa, papa. Route Elengesa. Elengesa? Oui. Elengesa, c'est là. Non, non, c'est que ça parlait Kimboala, la Bretel Kimboala. Alors vers Kimboala, c'est la route Nzolana. Oui. La route Nzolana, on va lancer les travaux demain, jeudi. Oh, mais bon, et bien, en 2021. Jeudi. Quand on monite, jeudi, on lance les travaux. Mbongo ebima balia. Soko lingi yaka toko kende. Te, eko banda nango menanga na zo rappelo ka mbongo ebima balia. Yoko kote la kabango te. Oza camarade na bango te. Na lo bakambala na mbala papa. Regardez votre âge. Vous avez le pays ici a donné de vous tout. 1, 11 fois ministre. 2, 7 fois député. 3, président du bureau d'âge. 4, président définitif de l'Assemblée nationale. Papa, les amis qui papa, s'il vous plaît, papa. Et j'ai admiré cela. C'est peut-être une nouvelle race de parlementaires qui commence à naître. C'est-à-dire des parlementaires qui contrôlent l'action gouvernementale. Voilà. Attention. Deux points qui arrêtent mon attention, c'est beaucoup plus. D'abord, il y a deux nominations du président Tshisekedi, 2 généraux. Oui. 2 généraux. Et ça fait polémique. Il y a un, c'est Cornet ou général Chibango, qui a fêté sur les réseaux sociaux. Qui a fêté quoi? Sa nomination. D'accord. Il a festoyé et ça posait problème. Bon, moi, on m'a posé des questions. Vous étant fils de militaire, vous qui connaissez bien ces choses-là, est-ce qu'à l'époque de vos parents, nés dans un camp militaire, je suis né au camp Gokolo, grandi au Conchach aussi, est-ce que ça s'est passé aussi à l'époque? Je dis oui, ça s'est passé à l'époque aussi. Donc peut-être qu'il y avait une nomination, une promotion, il y avait des foufous, des gens fêtés. Et pourquoi ça fait polémique cette fois-ci? Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. À l'époque, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas. Imaginez mon nom est général. Est-ce qu'il empêcherait sa famille, sa femme, ses enfants de fêter? Ça se passait. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout change. Voilà. Donc, tu fêtes à Kinshasa, on te voit en Chine, à Bruxelles, à Paris, et les gens commentent. Et faut-il pas justement à cause de cela être plus sobre dans cela? Je crois peut-être, comme général, il fallait fêter en captivité, en intimité. Deuxième point qui pose problème, il y a au nom des morts. Pardon? Un officier est mort. C'est controversé cette histoire. Ça a posé polémique. Mais directement, selon le service de la présidence, c'est la journaliste qui a mal lu. Mal prononcé. Je me pose des questions. Comment on peut lire mal? Donc, ce sont les... Vous voulez rebondir sur... John Chibangu. Et non sur l'officier soi-disant décédé qui a été nommé. Et je dois vous dire que j'ai suivi John Chibangu dès qu'il a fait défection au mois d'août 2012. Quel est son grade?
À l'époque, il était lieutenant-colonel. Maintenant, il est général de brigade. Il est nommé général de brigade. J'ai vraiment besoin de 2-3 minutes. Allez-y, gérons le temps. John Chibangu était à Uvira. D'abord, c'était un ex-phase. Il a fait l'école des officiers de Kananga. Oui. Il a été en formation commando en Israël. Et il était au SARM. Service d'action et de renseignement militaire des forces armées aéroises. Et au moment où la FDL commence sa guerre, au mois d'octobre 1996, John Chibangu était à Uvira. Et la FDL prend le pouvoir. Le RCD naît après la rupture entre Laurent-Désiré Kabila et ses ex-parrains. On lui demande de rejoindre le RCD. Il refuse. Il est arrêté, coffré dans la prison de Munzenze, j'espère que je prononce bien, à Goma, et puis il s'évade. Il rejoint le... Un vrai commando. Oui, il rejoint le RCD KML de Mboussané-Moussi. Et après le dialogue intercongolais, il est affecté comme second commandant de région en second à Mbujimaï. Là, il était lieutenant-colonel. Eh bien, au mois d'avril, sauf erreur, avril 2012, le phénomène M23 apparaît. John Chibangu est Comment ça pour M23? Pardon? En 2012. Comment ça pour M23? M23, ouais. En avril 2012. Oui. Mars-avril 2012. John Chibangu, comme tous les officiers supérieurs, est convoqué à Kinshasa pour un séminaire présidé par Kabila. Et après le séminaire, un haut gradé, dont il n'a jamais cité le nom, lui propose de convoyer des armes pour le M23 au Kivu. John Chibangu a été stupéfait. Il demande audience chez Kabila. Kabila le reçoit. Et ça, c'est lui-même qui me dit dans une interview. Il dit à Kabila l'incongruité, il fait part à Kabila l'incongruité de la proposition qui lui a été faite. Selon lui, Kabila est resté indifférent. John Chibangu a conclu que la mutinerie de M23 avait des complicités au sommet de l'État. Voilà comment il a décidé de faire défection. Il a été pourchassé par les forces spéciales de la garde républicaine. En bon commando, il a fouillé dans le Kasaï et on ne l'a jamais attrapé jusqu'à arriver en Afrique du Sud. Je ne sais pas comment il avait fait. Alors, John Chibangu sera arrêté, si ma mémoire est bonne, en janvier 2016. En Afrique du Sud? En Tanzanie. Il avait un vrai faux passeport. Le président Magufuli, le président tanzanien à l'époque, l'a livré à Joseph Kabila. Et John Chibangu a passé 23 mois dans les géoles de l'ex-DEMIAP. Je fais vraiment là l'avocat du diable pour dire que si ce garçon, je l'appelle garçon, il a 52 ans, s'est réjoui comme il a fait, c'est un tort, comme Pasteur Bobo a dit, avec les réseaux sociaux. C'est pas digne d'un officier de s'exhiber comme ça. Mais je crois que, moi je l'ai appelé un miraculé. Ce garçon, à un moment donné, même sa famille ne savait plus s'il était vivant. Donc voilà. Donc pour vous, c'est une sorte de récompense ou un mérite, une compensation? C'est une réhabilitation qui est normale. Et puis, on lui a vu s'agénuer devant le pasteur Moussibi. Oui. C'est pas aussi correct ça. C'est pas correct. Ça peut se faire en privé. C'est ingénieux devant le pasteur Moussibi qui a prié pour lui. Moi, en général, on a beaucoup prié. Dieu a agi. Ça, on dit, ils peuvent le faire en privé. Deuxième point, c'était le point du nomination des morts. Oui. Au niveau de la présidence, en tout cas, si c'est vrai, apparemment c'est faux. Parce que je crois la fille là a des problèmes. Comment elle a lu, elle a mal lu.
Si c'est vrai, au niveau de la présidence, il faut toujours vérifier les nominations. Si la personne est morte une semaine avant, ça, on comprend. Ou 2 semaines, mais si les 2 enfants, c'est grave. Ça, c'est une polémique, mais... Ils ont dit que c'était... Soit ils ont sacrifié notre consoeur, la pauvre journaliste, accepte que tu as mal lu. On va parler donc pour entrer dans le jeu de ces nominations, justement, au niveau de l'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est une prérogative présidentielle et donc constitutionnelle de nommer, de relever aussi de leurs fonctions, le cas échéant de révoquer le chef d'état-major des forces armées, ainsi que les officiers généraux et officiers supérieurs par le chef de l'État. Mais cela, sur proposition du ministre qui a dans ses attributions la défense et les forces armées, et le Conseil supérieur de la défense étant entendu. Tout à fait. Donc, le chef de l'État, lorsqu'il signe, c'est pas lui qui a choisi tous ces gens. Ils ont discuté, le ministre de tutelle fait une proposition, le Conseil supérieur de défense, donc ceux qui gèrent l'armée vérifient. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on vérifie, est-ce que c'est correct ou pas, mais ça, c'est vous les journalistes, vous allez pouvoir en discuter et vérifier un peu cette situation. Le chef d'État, lorsqu'il nomme le chef d'état-major, en fait, des forces armées, chef d'état-major général, celui-ci a une mission qui est plus ou moins en fait la mission des forces armées elles-mêmes, c'est-à-dire de défendre l'indépendance de la République, de défendre aussi l'intégrité territoriale de cette République et la souveraineté contre toute forme d'agression. Je crois que c'est ce qui est écrit dans la loi organique, etc. Maintenant, lorsqu'on voit tout ce qui s'est passé à Bunagana, ou ce qui se passe encore, il y a encore eu des échauffourées ce matin entre les forces armées de la République démocratique du Congo et le groupe rebelle, ou plutôt le groupe armé M23. On se demande, est-ce que le président de la République, lorsqu'il nomme à de telles fonctions, a-t-il une idée quelque part derrière la tête ? Je vous laisse entrer dans cette brèche et on va, de fil en aiguille, vous faire peut-être une petite rétrospective de voir les dernières déclarations du chef de l'État de la République démocratique du Congo à l'étranger concernant ce qui se passe au niveau sécuritaire sur le territoire congolais, particulièrement à l'Est. Est-ce que le chef de l'État a une stratégie militaire qu'il est en train de mettre en place par le biais de ses nominations au plus haut sommet du commandement militaire de la République? Celui qui veut. Moi, je dirais qu'on voit les choses commencer à bouger. Il y a une idée derrière la tête? Oui. Est-ce qu'on doit s'attendre à quelque chose de musclé qui va arriver? Ça a bougé un peu. J'ai suivi Tshisekedi des choix à Londres ou à Londres. Devant la communauté congolaise. Je crois que c'est la presse présidentielle qui a fait écho de... Déjà, on les félicite. Ils commencent à gérer la communication du président. Avant, c'était du brut. Et quand le président parlait, ça faisait dégâts. C'était des dégâts énormes. Donc vos avis et conseils ont été entendus, semble-t-il. Ils ont entendu quand même, entre autres, horizon 2023, mais pas seulement non. Beaucoup de personnes en parlaient, c'était trop. Les pots et les anti-Tshisekedi, tout le monde en parlait. C'était un peu trop. Mais maintenant, on voit la communication est bien gérée. Satisfait, donc bon point. Le président dit, on lui pose la question à Financier par rapport à la présidente du Kabanda, qui est ministre de la Défense en Russie. Il dit non. On n'a pas besoin des Russes. Nous allons faire la guerre nous-mêmes. Là, je vois qu'il parle de son armée. Je comprends que oui, les choses commencent à évoluer et qu'il comprend que seule l'armée congolaise peut faire la chose, stopper Boulanga. Là, on dit 4 mois, une semaine, et puis je vois comment... On est à 2 jours, 4 mois, une semaine et 2 jours. 2 jours, de ça, 31 jours, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc aujourd'hui, c'est notre armée
qui peut faire la chose, mais il doit encore faire plus les nominations. Il a nommé un général, ça pose encore problème, un adjoint qui est dans les groupes armés là, ça pose problème. Mais déjà, on est d'accord avec des nominations de généraux congolais, de père et de mère, des vrais congolais. Et ils pourront faire la chose, c'est des militaires, des officiers, ils pourront facilement aider le pays à nettoyer des infiltrés. Donc on peut espérer que le chef de l'État, en ayant ce nouveau chef d'état-major général à ses côtés, pourra avoir les conseils, puisque dans ses fonctions, effectivement, le chef d'état-major général conseille le chef de l'État pour ce qu'on appelle dans leur jargon la mise en œuvre des forces armées, c'est-à-dire le déploiement des forces sur le territoire pour lutter justement contre toute forme d'agression. Monsieur Amba, que pensez-vous de tout ça? Est-ce qu'il y a une stratégie militaire, une politique de défense? Au moins 4 minutes. Il n'y a pas de problème, le chrono commence maintenant. Je vais essayer de parler vite. L'AFDL prend le pouvoir le 17 mai 1997. 42 000 militaires de forces armées zaïroises sont envoyés dans un camp de concentration à Kitona. Hein. Oui. Donc, la République démocratique du Congo en tant qu'État n'avait plus de force autonome. C'est un fait établi. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous allons... je vais sauter... 99, il y a signature de l'accord de paix entre Laurent Désiré Kabila et les mouvements rebelles. Et puis le 16 janvier 2001, Laurent Désiré Kabila est mort. Et voilà, l'idée d'un dialogue intercongolais voit le jour. On va en Afrique du Sud. Qu'est-ce qui sort de là? Ah, il faut mixer les forces. Un certain Laurent Kunda apparaît à la tête du CNDP. Lui dit, moi je suis au Kivu, sud, nord, un peu en Ituri, je ne bouge pas d'ici. Que les autres viennent. Et puis je ne dois pas perdre le contrôle de mes hommes. Donc Laurent Kunda, qui était, je dirais, une marionnette de Kigali, parce que feu le général... non, il était colonel Patrick Karegeya, qui était le patron de renseignement rwandais, qui a été assassiné en janvier 2014 en Afrique du Sud, avait dit le CNDP et le M23 sont des créations de Kagame. Donc, en résumé, l'armée était infiltrée de troupes rwandaises. C'est-à-dire on a désossé notre armée, on a massacré ou sacrifié les effectifs et on les a remplacés par des troupes d'obédience. Démobilisés rwandais. Voilà. Parce qu'à un moment donné, Paul Kagame avait plus ou moins 50 000 hommes dans l'armée rwandaise. Donc on a démobilisé des hommes. Le fameux que Laurent Kunda avait 7 000 hommes avec lui. C'est comme ça que nous avons beaucoup de généraux. Et donc, selon vous, il fallait aujourd'hui, avec ces nominations, nettoyer la tête? Je crois que le chef de l'État commence petit à petit à nationaliser l'armée nationale. Parce que c'est une tautologie. Mais la figure de style est importante, puisque c'est pour faire une emphase. Un homme comme Chiwewe, qui est donc de père et de mère, qui est donc le nouveau chef d'état-major général. Le seul problème, c'est que beaucoup d'analystes ont remarqué, c'est que c'est la première fois qu'un chef d'état-major général de notre armée ne soit pas issu des ex-phases. Parce que ex-phases, c'est l'ancêtre, avec la force publique, c'est l'ancêtre de notre armée. Mais c'est un fils du pays. Des gens comme les John Chibangu, on ne peut même pas en discuter. Mais Pasteur Bobo a fait allusion à une nomination qui pose problème. Je crois que c'est la nomination du général Jacques Ndourou. Jacques Ndourou, effectivement, ce n'est pas un Congolais de souche. C'est quelqu'un qui est issu des mixages.
et il est chargé de renseignement, je crois, et des opérations. Et au niveau de l'état-major général, ça provoque l'urticaire à un certain niveau. Est-ce que vous pensez que ces changements à la tête ces changements vont permettre de faire une sorte de ruissellement pour assainir les officiers supérieurs, les officiers subalternes, les hommes de troupes et tout ça, expurger tout ça? Vous pensez que ça peut jouer à moyen terme? Oui, votre question, Patrick, est très bonne. Parce que on a tendance à opérer des changements au niveau du sommet. Alors que les changements devaient être de manière pyramidale. C'est-à-dire sous-lieutenant, capitaine, major, lieutenant-colonel, etc. Mais jusqu'ici, l'impression générale, c'est qu'on coupe les têtes. Peut-être que j'ai tort. Bon, il faut voir aussi la structure ou l'ordonnancement constitutionnel et légal de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État n'a pas lui à nommer les sous-officiers et les autres. Oui. C'est peut-être à ces nouveaux officiers généraux supérieurs et au chef d'état-major général, avec le Conseil supérieur de la défense, de voir ce qui peut en sortir. On va voir si ça va aller dans ce sens-là. Et on jugera sur les résultats. Exactement. Il y a quand même un point que je voulais voir aussi avec vous. Vous avez bien fait de rappeler que l'armée nationale, c'est-à-dire en parlant de la continuité de l'État, les forces armées zaïroises avaient été complètement désossées et vidées de sa substance. Pour refonder une armée, il faut les former. Ce qu'on appelle dans le jargon, évidemment, c'est la mise en condition, c'est-à-dire formation, équipement, entraînement et tout ça. Il y a, dans les organes de la défense des armées, il y a un commandant général qui s'occupe des écoles militaires. Oui. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de qui a été nommé à cette fonction. Parce général Lumba, je crois. Parce que c'est lui qui est en charge de cette formation qui va permettre de renouveler les forces autant aériennes, terrestres que navales pour que nous puissions de nouveau avoir une armée. Julien Elumba. Il est général de brigade, donc il est le nouveau directeur de l'école supérieure de l'administration militaire. Je crois que c'est un homme clé qu'il faudrait... on va essayer de suivre comment ça se passe, puisque si on veut à long terme avoir une nouvelle armée ou une armée régénérée, il faudra qu'on voit. Le mal a été sanctionné, c'est aussi bon sanctionné indirectement. Quoi. Qui est Mbala? C'est le major. Pourquoi vous parlez de sanctions? Des fonctions et puis directement renvoi à retraite anticipée ou quoi, je ne sais pas, mais c'est jamais. Parce que quelqu'un qui perd la guerre, on nous prend Boulanga pendant 4 mois, nous il est toujours chef d'état-major. Parce que c'est vrai que le chef d'état-major doit avoir à tout moment le contrôle des unités, de tout ce qui est de toutes les opérations, en tout cas des moyens, de toutes les opérations militaires où elles se passent. Me vient tout de suite alors à l'esprit la question, faut-il à ce jour négocier avec le groupe armé M23? Puisque sur le terrain, qu'est-ce que nous voyons? 131 jours, ils occupent, il y a ce qu'on appelle la théorie du bandit sédentaire, ils se sont installés, ils administrent, ils collectent des recettes, ils imposent, ils taxent, il faut fonctionner la cité et la population vit avec eux de cette manière-là. On ne négocie pas avec les terroristes, c'est connu. Hein. Donc le M23 est considéré comme un groupe terroriste. On voit les groupes terroristes, on peut négocier avec eux. Le Congo cherche à négocier directement avec le Rwanda. Et on a écouté le président Tshisekedi me dire que l'option diplomatique est toujours un peu... Si ça échoue, oui, ça sera l'option militaire. Bon, pour moi, l'option diplomatique a déjà échoué. Il fallait directement entamer l'option militaire. Je ne sais pas, au cours des bouts de guerre à Boulanga, ça a déjà commencé. Entre ce qu'il lui dit et ce qui se passe sur le terrain, c'est deux choses différentes. Tout à fait. Mais on ne peut pas négocier avec le M23. Parce que les Américains pensent comme ça ou parce que vous pensez qu'effectivement le M23 étant un groupe terroriste, ça ne sert à rien de discuter avec eux? C'est que les Polonais, on sait que c'est le Rwanda qui est derrière, c'est le Rwanda qui atteint le Congo. C'est le Rwanda. Alors, lorsqu'on parle de négociation, il faut avoir les moyens de pression, des moyens pour permettre qu'il y ait cette
ces compromis qui permettent de trouver une solution, une résolution du conflit. Quels sont les moyens, selon vous, et là je m'adresse à M. Ram avant de vous redonner la parole, le pasteur Bobo, quels sont les moyens qu'aurait la défense militaire congolaise et la diplomatie congolaise, la présidence congolaise, pour négocier avec le Rwanda? Si vous partez avec l'hypothèse du pasteur Bobo qu'il faut négocier directement avec le Rwanda, ou avec le M23? Quand je lis votre belle question, faut-il négocier avec le M23? La réponse est tout de suite non. Non, pourquoi? Parce que négocier veut dire que trouver un compromis. Vous me donnez quelque chose et moi je vous donne quelque chose. C'est-à-dire, le M23 libère Bunagana, en contrepartie, il faut insérer, faire la reconnaissance des grades de ces officiers, les intégrer dans notre armée. Ils ont déjà déposé leurs revendications? Non, c'est connu. C'est connu. C'est une ancienne, quoi. Ancienne. Donc c'est connu. Ça sera encore, on va retomber dans l'infiltration habituelle. Donc pour vous, comme pour Pasteur Bobo, pas de négociation avec le M23. Alors négociation avec qui? Si négociation devait y avoir. La seule solution, c'est la force. C'est à nous préparer pour les chasser de là. Même négocier avec le Rwanda, tout le monde sait. Je serais accusé de xénophobe. Les Rwandais, leur spécialité, c'est le mensonge, la désinformation. Ils vous disent oui, ils pensent non. Comment négocier avec un tel partenaire? Non, il faut essayer de prendre des ennemis. Les Rwandais ne vont pas négocier, les Rwandais vont vous atteindre. Nous, on ne peut pas lever, on va négocier. Alors, avançons dans cette hypothèse. Pas de négociation possible avec le M23. On veut soit négocier directement avec le Rwanda, mais M. Amba dit que ça n'est pas possible. Le Rwanda et le M23, c'est l'identité parfaite. Donc, on passe à l'étape supérieure. De nouveaux chefs d'état-major général est là. Les nouveaux généraux et officiers supérieurs ont été nommés. On suppose qu'ils vont faire de même pour leurs subalternes. La politique de défense ou la stratégie du pays, quelle sera-t-elle alors? Puisque vous avez rappelé que nous n'avons pas encore les forces, l'effectif et probablement les équipements nécessaires pour faire face à l'agression. Je ne suis pas dans le secret de Dieu. Mais vous savez... Un petit détail, depuis jeudi, les combats ont repris au niveau de certaines localités à 7 km de Rutshuru. Et ce qui est regrettable, c'est que les agences de presse disent « nos forces résistent », alors qu'ils devaient plutôt repousser. Ou attaquer. Oui. C'est eux qui nous attaquent. À Rangira et Mouimbira, donc à 7 km de Rutshuru centre. Je déteste entendre que nos forces résistent. Donc, voilà un peu... Alors, je vois que nous sommes à la limite de notre temps imparti pour aujourd'hui. En 5 minutes, 2 minutes chacun peut-être. À l'Assemblée nationale, on a entendu il n'y a pas longtemps qu'il y avait eu une motion de défiance qui avait été portée au bureau contre plutôt le ministre des Transports. Finalement, ça a été rejeté par les parlementaires. Donc, pour ce genre de motion, comme chacun le sait, il faut avoir au moins 1/10 des parlementaires qui signent cette motion. Donc, il y a eu probablement 50 députés au moins qui avaient signé cette motion. Et on voit qu'elle a été rejetée. Qu'est-ce qu'il y avait là-dessous, Pasteur Bobo? Vous en avez entendu parler, bien sûr. Le ministre des Transports qui avait été mis sous la sellette et qui finalement n'a pas été débouté du gouvernement. Ou M. Amba peut-être. En fait, ce qui est de bizarre dans cette motion, c'est que ça a été initié par quelqu'un de l'Union sacrée. Donc quelqu'un de la majorité. De la majorité, alors que Chérubé Okende, c'est de lui qu'il s'agit, est réputé être ministre de l'Union sacrée. C'est un membre d'Ensemble pour la République
Moïse Katumbi, parce que Moïse Katumbi a, je crois, 4 ministères, son parti, je veux dire, a 4 ministères et 2 vice-ministères. Alors, Monsieur Kende, on lui reproche apparemment 2 choses majeures. 1, il n'y a plus de permis de conduire au pays. 2, la faillite de Congo Airways. Mais là, malheureusement, on risque de tomber dans la supputation. Comme je viens de lire là cette histoire de Safou. Un autre député qui... Il y a des députés qui font le commerce d'émotions. Ça se voit au niveau provincial, les députés provinciaux le font régulièrement. À l'Assemblée nationale, ça ne m'étonne pas si... Beaucoup d'observateurs ont été surpris que la motion contre Chérubé Okende ait été rejetée. C'est rare. Normalement, il devait tomber, mais il n'est pas tombé. Est-ce que l'argent a circulé? On n'en sait rien. D'autres disent que c'est la force de Katumbi qui a été démontrée. Je n'en sais rien. Donc, voilà un peu. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'union sacrée ne fonctionne pas bien. Vous savez, sans être juriste, là où il y a 2 individus qui vivent, il faut quelques règles de conduite. Cela va de soi. Oui. Or, l'union sacrée n'a même pas un règlement d'ordre intérieur. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Il n'y a même pas un statut. Ce qui fait que beaucoup de gens, notamment les gens de Katumbi, reprochent à l'UDPS l'absence de concertation. Que beaucoup de décisions sont prises sans que les autres soient informés. Comme vous le dites, comme il n'y a pas d'organisation, pas de règlement d'ordre intérieur, ni des statuts qui réglementent ou qui gèrent cette coalition, voilà où nous en sommes. Pasteur Bobo. Comme c'est pas ça, ça c'est des guerres, Katumbi, Tshisekedi, j'ai vu même les responsables de l'UDPS à Kisangani qui ont fustigé, qui demandent même qu'il y ait divorce, séparation entre Katumbi et Tshisekedi. On se protège, ils sont là-bas, on se protège, ils ont peur d'attaquer. Normalement, le ministre devait tomber. Normalement. Si c'est vrai qu'ils ont donc contre Katumbi, c'est une occasion. Voilà, nous allons... Alors l'argent a circulé. Non, c'est une hypothèse. 20 secondes. Je voulais compléter, Pasteur Bobo, et là où il y a l'ambiguïté, c'est que Moïse Katumbi dit le bilan de Félix Tshisekedi ne les concerne pas. Mais ils sont au gouvernement. Ils sont au gouvernement. C'est ça l'ambiguïté. Voilà. Et n'oublions pas que c'est à une année des élections présidentielles. Et sachant qu'on voit Fallou qui est à Bruxelles, il est à Liège aujourd'hui, mais il est en Belgique pour le moment, pour un certain temps. À Liège, Moukougi qui circule aussi. Bon, on ne sait pas comment ça va se passer. Des alliances, on dit qu'en politique, des alliances se font et se défendent. Bon. Eh bien, nous allons voir ce qui va en sortir. Est-ce que nous allons avoir toujours ce gouvernement qui va rester avec nous jusqu'aux élections? Nous en saurons plus très bientôt. Je rappelle juste que nous sommes à la 34e prorogation des états de siège au sud Kivu et à l'Ituri, et que Bunagana est à son 131e jour d'occupation. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Batata Ndeko, Totondibino Botondi, merci de nous avoir suivis. Nous sommes avec vous jusqu'à l'horizon 2023, décembre. Nous espérons que nous allons avoir des élections qui nous permettront d'avoir des représentants du peuple et des dirigeants qui vont avoir des objectifs clairs et précis pour répondre aux besoins de la population et non à leurs propres intérêts. Merci et à bientôt. Thank you.